C'est Jacques Dupont qui doit venir. Jacques Dupont, vous savez, c'est le vrai patron du Point, c'est lui qui détient les clés de la cave. Alors évidemment, c'est lui qui a le vrai pouvoir, moi à côté, je fais ce que je peux, mais... Et Pierre Arditi, qui est chaud, hein, je vous préviens. Merci d'être là, de vous être levé de bonne heure. La salle est quasiment pleine. On n'y croyait pas trop, on pensait à 9 h un samedi matin qu'on n'aurait pas beaucoup de monde, mais finalement, tout le monde est là. Enfin, pas tout Bordeaux, mais une grande partie. Moi, je suis ravi parce que c'est un combat, Étienne le disait tout à l'heure, c'est un combat au Point qu'on mène depuis longtemps. Réhabiliter le vin dans la société française. On s'est débarrassé des scories du vin d'une certaine façon. On n'est plus dans la période du vin aliment. Des grosses consommations de vin. On a évolué beaucoup. Il y a 40 ou 50 ans, quand on parlait d'appellation d'origine contrôlée, on nous disait que ce n'était pas l'avenir du vin, que c'était la grosse production, que c'était la culture intensive qui comptait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les Français ont complètement changé, que le monde entier a changé, qu'on s'est tourné vers nos vins de grande qualité, Bordeaux au premier rang, bien sûr, mais je pense aussi à la Bourgogne, dont je suis originaire, la Loire, etc. Et c'est tous les vins d'appellation contrôlée qui sont aujourd'hui non pas consommés comme vin aliment, mais qui sont dégustés. Et ça, ce mouvement-là, il est irréversible. Alors, évidemment, on peut considérer le vin au travers c'est le grand débat qu'on a un petit peu et qu'on va avoir aujourd'hui avec les gens qui sont pas tout à fait d'accord avec nous. On peut considérer le vin comme simplement la molécule d'alcool, le nombre d'éthanol, mais on peut aussi le considérer, et c'est là, raison font-ils bon ménage, on peut aussi le considérer du point de vue culturel. On disait tout à l'heure que les Québécois, les Canadiens considéraient le vin au travers de la parole, de l'histoire, mais c'est rien d'autre le vin. Moi, toute l'année, je goûte des vins, je fais des notes de dégustation, c'est un peu ennuyeux. Ce qui est intéressant dans le vin, c'est justement de raconter les gens qui sont derrière, de raconter les histoires et de raconter d'où vient le vin. Pour un journaliste ou pour un historien, c'est un domaine fabuleux parce qu'on n'arrête pas de découvrir des histoires. C'est des métiers en plus. Un vigneron aujourd'hui ou un négociant, il a 3 ou 4 métiers. Il en a un petit peu imposé qui est le côté administratif, mais pour le reste, il est commerçant, il est producteur, il est transformateur, il est élaborateur. C'est des métiers qui sont fabuleux et je pense qu'aujourd'hui, dans la société où on a beaucoup à apprendre, même quand on n'est pas du milieu du vin, on a beaucoup à apprendre de ce milieu du vin. Il suffit de l'écouter et de voir comment il s'est positionné, comment il réussit, finalement sans aucune aide. Aujourd'hui, le monde viticole, c'est effectivement, je ne vais pas redire ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est une très grande réussite économique avec très peu d'aide, avec pas du tout de subvention. C'est des PME, c'est des artisans, et c'est des gens qui doivent être respectés. Alors, le débat qu'on va avoir aujourd'hui, on va essayer qu'il se passe dans de bonnes conditions. On va opposer des points de vue. Évidemment qu'on est tous membres de la lutte contre l'alcoolisme. On adhérerait, si on pouvait, aux mouvements qui défendent ça. On n'est pas, par contre, on n'est pas dans la condamnation du vin. Et on est pour quelque chose qui fasse la différence entre l'histoire et l'alcool industriel qui permet aux gens de se saouler et d'aller à l'ivresse la plus totale. Mais ça, pour lutter contre l'alcoolisme, il faut peut-être envisager de lutter contre la misère, la solitude et tout ce qui est facteur de l'alcoolisme. Le coupable, ce n'est pas l'alcool. S'il n'y avait pas l'alcool, il y aurait autre chose. Le coupable, c'est la misère dans laquelle les gens se trouvent qui les amène à être alcooliques. Ça va être un peu le débat de cet après-midi. Je vous fais un petit sommaire de ce qu'on va dire. Le vin, c'est pas du tout ça. Le vin, c'est l'éducation. Et c'est pour ça que c'est très important de commencer par éduquer les jeunes, par leur apprendre le goût, pas seulement du vin, mais aussi des produits, leur apprendre à découvrir ce qu'est la dégustation, l'art de la dégustation, et leur permettre ainsi de se cultiver et non pas d'aller vers l'alcool. Bon, je ne voudrais pas être trop long. Pierre va dire un petit peu son point de vue aussi. Non, tu veux pas? Si, vas-y. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à vous tous. Je suis d'abord absolument ravi de me retrouver dans cette ville que j'aime depuis très longtemps maintenant, que j'aime encore plus depuis qu'elle est devenue ce que Alain Juppé et les élus locaux de tous bords en ont fait.
Je suis très attaché à cet endroit. Et très curieusement, quand je reviens à Bordeaux, j'ai l'impression que je rentre chez moi. C'est bizarre, parce que je suis un Parisien, et donc je ne suis pas du tout bordelais, mais j'aime cette ville, je l'aime, j'aime ceux qui y vivent, et j'aime cette manière qu'on a d'y vivre. Alain Juppé, tout à l'heure, a cité très bien Barthes, bien entendu, et Montaigne. Moi, je vais me contenter de citer Antoine Blondin, qui disait que le zinc était un formidable conducteur d'amitié. Eh bien, je sais bien qu'il y a une polémique aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle d'ailleurs. Il y a une tendance dans cette société d'aujourd'hui à nous déresponsabiliser, c'est-à-dire à nous faire croire que nous serions des enfants irresponsables, des pochetrons qui vont se bourrer la gueule au café du coin et qui ne trouvent rien de mieux que de monter dans leur bagnole après pour casser tout ce qui bouge. Je refuse qu'on applique cette image, qu'on me l'applique à moi et qu'on l'applique aux autres. Je ne suis pas un homme irresponsable. Quand je bois du vin, je bois d'abord l'humanité. Et quand je bois l'humanité, je bois cette humanité qui fait le vin. Que ce soit l'âme des vignerons ou des vignerons, je bois une géographie, je bois des paysages, je bois ce qui forme mon imaginaire et je bois quelque chose qui contribue à la formation de ma culture. Et comme le disait Victor Hugo, la culture, c'est ce qui permet aux hommes de s'approprier le monde. Donc, quand je bois du vin, je ne suis pas un homme irresponsable, au contraire, je le fais avec modération, moi aussi, ou quelquefois sans modération, mais dans ces cas-là, je vais me coucher et je ne mets la vie de personne en péril. Ce que j'aime, encore une fois, dans le vin, c'est d'abord, c'est un atout considérable pour notre pays, et il y a cette tendance absolument épouvantable en France, qui est ancienne déjà, d'écraser du talon ce qui représente des forces intrinsèques de ce que nous sommes capables de faire. Et ça, c'est absolument insupportable. Je ne le supporte plus, je ne le supportais pas déjà beaucoup, mais maintenant je ne le supporte plus du tout. Qu'on le veuille ou non, n'en déplaise aux esprits chagrins, le vin, la France est aussi le pays du vin, et nous n'avons pas à en avoir honte, nous devons nous en glorifier. D'abord parce qu'effectivement c'est délocalisable, et encore une fois parce que ça fait partie de notre culture et d'une culture très particulière. Voilà. Et comme le disait tout à l'heure Jacques, on fait porter au vin un chapeau qui n'est pas le sien. Tout le monde ici est contre l'alcoolisme, tout le monde est contre l'addiction. Mais quand les petits jeunes qui font ce qu'on appelle du binge drinking, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire qui se beurrent la gueule pour ne pas regarder en face cette société qui ne leur fait pas encore de place, ce n'est pas le vin qui est responsable. S'il y avait autre chose que le vin, il se masquerait la vérité autrement. Ce n'est pas le vin. C'est qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de problèmes qu'on ne règle pas, qu'on doit régler, qu'ils soient politiques, sociétaux, tout ce que vous voulez, peu importe, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là. Le vin n'a pas à porter ce chapeau-là. C'est un mauvais procès. Et puis, il y a aussi cet écart, à mon sens, de société d'aujourd'hui, qu'on rentre dans une société terriblement moralisante, mal moralisante, qui, encore une fois, aurait tendance à nous déresponsabiliser. Je ne veux pas faire de politique ici, puis ce n'est pas le but, ce n'est pas le propos. On serait trop loin de ce qui nous amène là. Je suis venu, moi aussi, m'instruire auprès de vous, et auprès de gens qui vont parler beaucoup mieux que moi, de l'éducation, de ce qu'est le vin, de l'addiction, tout ce que vous. Ce sera beaucoup plus intéressant à écouter que ce que je peux balbutier là en ce moment. Mais encore une fois, si j'ai envie d'être l'ambassadeur qu'on me demande d'être ici et dont je suis honoré, de devenir, c'est parce que, encore une fois, le vin est un titilleur d'imaginaire. Le vin, quand on le partage, et il n'est bon que quand on le partage, ce n'est pas une boisson solitaire, le vin, c'est une boisson qui sert à étreindre le monde. Alors, je ne vois pas pourquoi on attaquerait ça. Encore une fois, c'est un mauvais procès. Nous sommes tous contre l'addiction, tous contre l'alcoolisme, on est bien d'accord là-dessus. Le vin n'est pas responsable de ça. Ce sont les travers d'une société que nous devons améliorer, tous autant que nous sommes, politiques, acteurs, monde culturel, tout ce que vous voulez. Voilà. Le vin est ce qui nous caractérise aussi. Ça fait partie de notre culture, ça nous raconte, ça nous dit, ça dit le monde dans lequel nous sommes. Et je suis plutôt pour le glorifier que pour l'amoindrir et pour l'éradiquer, comme j'ai entendu, comme j'ai pu lire quelque part dans des journaux,
de la bouche de quelqu'un dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui appartient, je crois, à une association gouvernementale, enfin très officielle, et qui considère que comme on a réussi à éradiquer le nazisme, comme on a réussi à éradiquer la pédophilie, eh bien sans doute peut-on éradiquer le vin et l'alcoolisme. Alors ça, évidemment, c'est un propos tout à fait inacceptable contre lequel je m'élève violemment. Et il y aura sans doute des contradicteurs, et ça m'intéresse de les entendre parler. J'espère qu'ils n'emploieront pas les arguments aussi indignes que le vin ne mérite pas. Voilà. Attends, garde ton micro. Alors, j'ai appris ce matin que Pierre Arditi avait un passé de sportif très important et qu'il avait été un redoutable escrimeur rue des Martyrs. Et donc, je lui laisse le soin de présenter notre voisin de droite, avec qui vous allez peut-être faire quelques échanges, non, tout à l'heure? Mon voisin de droite, il s'appelle Brice Guyard, et il est... Alors là, j'ai vu que ça avait été rectifié, on a quand même mis Arditi comédien, donc je suis content, parce que sur le programme, il était marqué Pierre Arditi, Brice Guyard, double champion olympique d'escrime. Donc je suis très très content de savoir que... Voilà. Donc le double champion olympique, c'est lui, évidemment. Et Pierre, ça ne me dérange pas de partager un titre avec vous. Hein. J'en ai deux, je peux vous en donner Moi un. non plus, mais je pense qu'avec ma silhouette, ça ne va pas le faire. Ils ne vont pas être d'accord, ils vont pas le croire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être ici. J'aurais jamais pensé qu'un jour, en tant que sportif, je prendrais la parole sur le vin. Et c'est pas de troisième mi-temps que je vais pas vous parler de troisième mi-temps, mais plus d'une petite anecdote sur le vin qui nous a permis, en tout cas dans mon sport, dans ma discipline, de réussir par équipe. Donc l'escrime, c'est un sport très, très individuel. Moi, je pratique le fleuret. Très individualiste, où les égos peuvent être très forts. Et puis, dans chaque compétition, on se rassemble à un moment par équipe, en relais à l'italienne. Donc, c'est le moment où il faut réussir à faire converger un petit peu les égos et aller dans le même sens. J'ai une anecdote, en fait, avant les Jeux de Londres, au championnat du monde de Catane, en Sicile, en 2011. On était relativement sous pression parce qu'on était dans les sélections olympiques. Pour aller aux Jeux Olympiques, il faut gagner sa place par des sélections et ça se fait en général 2 ans avant. Donc c'est 2 ans très intensifs de compète, de points à calculer. Et on se retrouvait au championnat du monde et on avait une espèce de pression du collectif, de la fédération, des entraîneurs, parce qu'il fallait absolument monter sur le podium pour espérer décrocher notre ticket pour les Jeux de Londres. Et 2 jours avant l'événement, donc en individuel, on se plante, on gère pas bien la pression et on décide finalement 2 jours avant le par équipe. En se baladant dans Catane, je tombe sur un caviste et je rentre, je suis assez curieux, hein, j'aime bien goûter ce que je connais pas. Et je tombe sur une bouteille sur les pentes de l'Etna, c'était Tenuta del Terenere si je me trompe pas, avec des cépages dont j'avais jamais entendu parler. Enfin bon bref, donc du coup j'avais envie de la goûter. Et ce qu'on s'est fait, c'est que le soir même, on s'est mis sur une plage en Sicile, c'était la pleine lune, une table, des chaises, 4 verres de vin. L'entraîneur n'était pas convié. Je l'avais prévenu quand même, il avait accepté, il avait compris qu'on avait besoin de se rassembler et de discuter. Et finalement, en fait, alors je ne sais pas si c'est cette bouteille, l'instant ou le partage, mais j'ai découvert un peu ce que pouvait être la magie du vin. Finalement, la magie du vin, ça nous a permis d'être dans le présent, dans l'instant. On n'arrêtait pas de nous dire il faut absolument gagner votre place pour les Jeux, alors que nous, au final, ce qu'on voulait d'abord, c'était remporter une médaille. Je veux dire, on était quand même dans un championnat du monde. On pouvait être champion du monde par équipe, remporter une médaille d'or. Enfin, c'était déjà à court terme ce qu'il fallait aller chercher. Et finalement, au moment où on a ouvert cette bouteille, où on l'a servie, le temps s'est un peu arrêté et ça nous a remis un peu dans le présent et dans l'instant. Déjà, on a pris beaucoup de plaisir à le boire ensemble. Surtout qu'il faut savoir que je parlais d'ego tout à l'heure, on n'était pas forcément une bande de potes. J'ai toujours pensé qu'il fallait être une bande de potes pour aller chercher une médaille et pour gagner quelque chose.
Et il se trouve que non. Et c'est donc des collègues avec qui je ne serais pas forcément parti en vacances, mais en revanche, autour d'un verre de vin, il y a beaucoup de choses qui s'apaisaient. Et finalement, ce moment nous a permis de faire un peu tomber les masques, de guérir, de traiter nos peurs. Et on s'est mis à parler d'escrime ensemble. En général, on n'en parlait pas trop. Chacun restait sur ses connaissances, sur ses aspects techniques, tactiques. Et finalement, on s'est mis à les partager. On s'est regardé dans les yeux. On a notre finisseur par équipe qui nous a dévoilé que face aux Chinois, il avait énormément de mal, qu'il n'était pas à l'aise, que si le lendemain on les rencontrait, il ne fallait pas le faire finir. Enfin voilà, tout le monde commençait un peu à lâcher prise, à partager. Et finalement, 2 jours après, donc on s'est arrêté à une bouteille. J'en avais acheté qu'une, je vous rassure. Donc c'était très raisonnable, on était dans de la dégustation. Et il s'est passé un truc de dingue, c'est que 2 jours après, on n'avait plus besoin de se parler. Et souvent on parle en compète de la gagne. C'est un mot qui est un peu galvaudé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. À chaque fois, on sollicite les sportifs là-dessus. Et moi, je pense que cette gagne, elle est venue de cette cohésion, de cette synchronisation. Voilà, on avait trouvé un terrain d'entente où on avait réussi à partager quelque chose de très simple et on était dans l'instant et dans le plaisir. Et ce jour-là, on n'a pas eu besoin de se parler. Tout était dans les regards. Il y avait une confiance, il y avait plus de pudeur. Voilà, le mec était sur la piste. Quand il se retournait, il y avait les 3 autres sur le banc. On savait que c'était difficile pour lui. Erwan Lepéchou qui avait dit que contre les Chinois il n'était pas à l'aise, quand il se retournait, on le regardait en lui disant on sait que tu n'es pas à l'aise, mais tu es le plus à même de mettre les touches sur ces mecs-là, donc t'inquiète pas, on est avec toi, que tu gagnes ou que tu perdes, on sera là et on viendra te ramasser ou te jeter en l'air. Et enfin, moi c'est un symbole très fort pour moi parce que ça a été vraiment le déclic d'un groupe qui sur le papier, c'était pas forcément gagné, on n'avait pas forcément envie de faire des choses ensemble. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à un vigneron local, Franck Julion, qui est sur Blaye, parce que Franck, sans trop le savoir, a vraiment contribué à rassembler en tout cas l'escrime et le fleuret, parce qu'il se trouve qu'on venait régulièrement dans la région en stage sur Talence. Et finalement, quand on est en stage d'escrime, on est toute la journée à fond, à bloc, à l'entraînement. Et à chaque fois, un soir, il nous invitait chez lui et ça nous permettait vraiment de couper et de casser ce stage. On a eu un entraîneur suffisamment intelligent pour nous laisser faire et il nous faisait confiance, donc on n'a jamais débordé. Mais voilà, je pense que c'était des petits côtés de partage et on ne partageait pas forcément tout dans notre sport, mais on allait le chercher ailleurs. Et pour moi, moi je crois en la magie du vin et ça m'a beaucoup servi par équipe et lors des compétitions. Bravo. On a quand même de la chance, on a quand même beaucoup de chance parce que si le vin avait été bouchonné, on aurait 2 médailles en moins, si j'ai bien compris. Il faudrait peut-être qu'on offre du vin à l'équipe de France de football. Je ne sais pas s'ils en boivent. Merci. On passe la parole à qui maintenant? À la salle? Il y a des questions? Silence de mort. J'avais dit qu'ils étaient réveillés à 9h, mais pas vraiment quand même. Bonjour. J'arrive. Bonjour. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Pierre Simeoni de M2 Vin et Spiritueux de l'INSEC. J'ai bien aimé lorsque vous avez parlé d'éducation et je remarque beaucoup que dans notre pays, sur nos tables, c'est vrai qu'on retrouve de moins en moins de bouteilles de vin, mais aussi de moins en moins de bouteilles d'eau pour les enfants, beaucoup de bouteilles de coca, d'oasis et autres orangina bourrées de sucre et de matières chimiques dont on ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faudrait agir sur ça? Est-ce qu'il faudrait promouvoir l'art de la table, l'art sain de la table?
Moi, je me demande si ça coûterait pas moins cher en France dans les écoles d'apprendre le goût, que les professeurs des écoles passent un quart d'heure par semaine à apprendre le goût, à faire goûter ce que c'est qu'une vraie pomme, ce que c'est qu'un vrai jus de fruits. Peut-être que ça coûterait moins cher que de mettre des slogans qui servent à rien sur les publicités en disant il faut manger moins gras et consommer 5 légumes et fruits par jour. Peut-être que simplement, si on avait ce geste-là dans les écoles, de leur apprendre à faire la différence. Vous savez qu'on a un vrai problème avec le sucre à ce niveau-là. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus où se situent les taux de sucre. Il est beaucoup monté, le taux de sucre. Et je pense qu'effectivement, ça serait une vraie solution. On est le pays de la gastronomie, on a le repas à la française qui a été classé à l'UNESCO, et on n'est pas fichu de faire comme la Finlande, dont la gastronomie n'est peut-être pas aussi élevée, le niveau est peut-être pas aussi élevé qu'en France, qui donne des cours de gastronomie dans ses écoles. En France, c'est des initiatives individuelles, il y en a des formidables. Il y a des professeurs des écoles qui réalisent des choses qui sont extraordinaires. Dans la Loire, il y a tout près d'Amboise, il y a une école qui a fait une expérience l'année dernière. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais ils ont travaillé une vigne avec le lycée viticole d'Amboise. Ils se sont procuré un cheval, ils ont fait travailler les enfants, ils leur ont fait tailler la vigne, ils leur ont fait vinifier le vin, couper, vendanger, etc. Ils leur ont fait dessiner les étiquettes. Et les petits-enfants qui ont passé une année à travailler, à s'apercevoir du travail investi dans une bouteille de vin. C'est ce qu'il y a derrière la bouteille de vin qui est intéressant. C'est le travail investi dedans. À mon avis, ces enfants-là, on leur a donné un petit vaccin contre l'alcoolisme. Et c'est pour ça que moi, j'appelle à une grande fête du vin en France, un Bordeaux fête le vin, mais qui devienne la France fête le vin. À Paris, parce que c'est la capitale de la France, et je rêverais de ça. Je rêverais que toutes les interprofessions se mettent d'accord et fassent une grande manifestation à Paris d'éducation. Pas bonnet rouge et tout ça, mais une manifestation d'éducation où on apprenne aux gens tout ce qu'est le vin et tout ce qu'il y a derrière. Évidemment, vous avez 100 fois raison. Merci pour votre réponse. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question à Monsieur Arditi. Parce qu'en fait... il y a quelque chose qui est assez surprenant. En fait, Donnez-moi une seconde. Je dis au revoir au maire. J'ai moi. Alors voilà, je vous écoute. Oui, parce que là, en fait, on a deux générations qui sont complètement différentes. Donc, vous avez parlé, monsieur, d'une expérience avec le vin. Moi qui suis, j'ai 25 ans, j'ai une expérience tout autre. 25 ans, vous avez ? Ça existe comme âge alors, donc ouais. C'est bien, oui. Et en fait, j'aurais aimé savoir votre première expérience avec le vin, à quel âge vous l'avez eu. Et je voudrais juste dire que le binge drinking, généralement les jeunes, ils boivent pas ils boivent des alcools durs, oui. Et pas de vin. Oui, je sais. Oui. Donc voilà, je voudrais juste savoir votre première expérience avec le vin. Et ma première expérience avec le vin, elle n'est pas bonne, parce que je suis très méritant d'aimer le vin, après avoir vécu ce que j'ai vécu quand j'étais adolescent, parce que mes parents buvaient du très mauvais vin. Très mauvais, mais vraiment très mauvais, ils buvaient du vinaigre. Et j'ai souvenir encore de ce goût-là dans la bouche, je ne comprenais pas comment on pouvait boire un truc pareil. Puis après, je suis parti, j'ai fait mes débuts d'acteur de théâtre à Lyon, chez Marcel Maréchal. Et à Lyon, évidemment, j'ai bu des vins qui étaient simples, mais qui étaient excellents. Il y a des Côtes-du-Rhône, des Beaujolais, je vous parle de ça il y a très longtemps, vous n'étiez pas né. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, le vin pouvait être quelque chose d'agréable à boire quand il était bon, tout simplement. Vous connaissez la phrase, je crois, je ne sais pas si c'est la phrase d'Émile Pénaud, quelqu'un comme ça. Vous savez qu'il y a 3 sortes de vin, le vin rouge, le vin blanc et le mauvais vin. Voilà, donc je buvais, moi, le mauvais vin, et quand j'ai découvert qu'il y en avait du bon, j'ai eu envie d'en boire. Voilà, donc la première expérience aurait dû me décourager, et puis ensuite, heureusement, on m'a mis sur des rails plus agréables, et on m'a d'abord fait découvrir le vin à travers des vins, ce qu'on appelle des vins de soif, au fond, qui étaient très agréables et qui ont commencé à ouvrir ma curiosité et mon goût pour le vin. Ça, c'est la première expérience, voilà. Après, il y en a eu d'autres, belles, merveilleuses, et des anecdotes tragiques qui donneraient du grain à moudre aux adversaires du vin. Puisqu'à une certaine époque, je crois que quand je jouais Don Juan de Molière à Saint-Étienne,
J'avais très envie de goûter les côtes rôties de Guigal. Et alors, on m'a fait aller chez Guigal, où j'ai fait une dégustation de 10h du matin à 5h de l'après-midi. Donc, évidemment, n'ayant pas une grande habitude de ça, j'ai peu craché, ou j'ai craché en dedans. Donc, je suis sorti de là, en gros, ivre-mort. Je suis rentré à l'hôtel à 17h, j'ai dormi 2 heures, j'ai pris 20 douches glacées, 40 cafés sans sucre. Et quand je suis rentré en scène pour jouer Don Juan, je me tenais au décor parce que je ne pouvais pas. J'étais ivre, quoi. Bon, voilà. Mais je ne mettais en péril que ma propre crédibilité et, d'une certaine manière, comment dire, l'étonnement, pour ne pas dire plus, du public. Voilà. Donc ça, c'est une autre expérience que je n'ai jamais renouvelée depuis, que j'ai compris qu'effectivement, le vin est un ami, sauf quand on en boit trop, et sauf quand on en boit trop et qu'on doit faire quelque chose qui demande toute sa lucidité. Donc j'avais passé le cap de la lucidité, c'est pour ça que l'histoire n'est pas complètement inutile, parce que comme beaucoup de jeunes acteurs, j'ai parfois bu un peu de vin pour me dire ça va me donner du peps, ça va m'aider, ça va me donner un petit coup de fouet, comme ça je serai meilleur. Et non, évidemment c'est totalement illusoire, c'est faux, ça a l'air de donner un coup de peps, en réalité ça touche à sa lucidité personnelle de créativité, et on croit qu'on vole alors qu'on se traîne. Voilà. Donc tout ça est effectivement, on peut objecter tout ça sur le vin, mais c'est pas pour ça qu'on doit en faire un ennemi, au contraire. Il faut simplement savoir à quel moment on le prend, comment on le prend et pour faire quoi. C'est tout. Voilà. Mais je reste un ami du vin, et pour toujours. C'est pour ça qu'on a appelé ça raisin et raison. Personnellement, je préfère beaucoup le slogan « boire avec raison », c'est-à-dire boire avec sa tête, que boire avec modération, ce qui est une contrainte. La propre contrainte est beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire sa raison, son intelligence. Bonjour, François de Bourgogne Live. J'aurais une question pour Benjamin Lebel, ici Pierre. Vous jouez, Pierre, un personnage sur France 3, dans Le sang de la vigne, donc un œnologue. Et je voulais savoir quelles difficultés la production et vous aviez rencontrées justement par rapport à cette fameuse loi E20 qui contraint pas mal la parole du vin sur la télévision. Comment vous êtes parvenu à réussir à un moment de grande écoute comme ça, de parler aussi bien du vin? Bah, moi aussi, pendant un moment, j'ai pensé qu'on aurait des problèmes parce que effectivement, on parle du vin, on parle de vin et on parle du vin. Mais bon, on est passé entre les gouttes. Donc la série a une très belle audience. Pour le moment, nous ne sommes pas en péril. Nous pouvons parler du vin. Alors, nous ne pouvons pas parler des marques, nous ne pouvons pas citer les vrais noms. On ne peut pas, jamais. Quand on est venu tourner à Bordeaux plusieurs fois, on a tourné dans des propriétés extrêmement connues, mais dont on ne pouvait pas citer les noms. Voilà. Bon, pour le moment, personne n'est venu se mettre en travers de la route. Maintenant, tout ça peut-être, sans doute parce que ça a du succès, je suppose. Voilà. Mais on est quand même très très vigilant et on se méfie parce que forcément, il peut y avoir un moment d'attaque ou de gens bien pensants qui vont trouver qu'on ne devrait pas parler de ça à la télévision. Mais que par contre, on peut bien sûr filmer toute une série de gens qui ont peu de choses à raconter dans les toilettes, dans des chiottes, dans des machins comme ça, parce que ça, ce serait tellement plus instructif. Voilà, bon, alors, si vous voulez, à un moment donné, la barbe, je resterai poli parce que je ne veux pas me mettre en colère, mais la vulgarité n'est pas là où on la croit. Bonjour, je m'appelle Guy Boiron, je suis médecin et cynologue et je connais un peu quelques petites choses en vin, en amateur. C'est une question un peu complémentaire. En tant que cynologue, j'ai l'occasion de fréquenter des Chinois et en tant que médecin, je pense que le vin, effectivement, n'est pas dangereux pour la santé à condition qu'on n'en abuse pas. Et l'intérêt des Chinois pour le vin est justement dans cette direction, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment persuadés que le vin n'est pas mauvais, mais même qu'il est plutôt bon pour la santé. C'est une des raisons pour lesquelles ils le boivent. Et j'ai vu il y a 8-10 jours à la télévision chinoise une formidable émission, un documentaire sur le vin, en particulier français et en particulier de Bordeaux.
Et c'est une expérience un peu troublante de voir à la télévision française des documentaires qu'on ne voit pas en France. Et donc c'est pour ça que c'est un peu À complémentaire. la télévision chinoise. Chinoise, absolument, chinoise, en chinois. Et parlant du vin de Bordeaux, il y a aussi des films d'ailleurs qui ont été tournés dans lesquels, je me rappelle une fois avoir vu un film dans lequel tout d'un coup arrivait le tramway de Bordeaux et on parlait de Bordeaux dans un film, non pas un documentaire à ce moment-là, mais un film, disons, romancé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est très dommage que la télévision française n'ait pas de documentaires de ce type qui permettrait, disons, aux Français de tous âges de connaître leur culture et de s'apprivoiser, de connaître le vin. Et c'est dommage qu'il faille passer par des pays étrangers pour arriver à ça. Je suis bien d'accord avec vous, mais là on touche une question de fond, c'est que en France on préfère les interdits et ce qui est voyant. Un interdit, ça c'est bien parce que ça fait une déclaration aux 20h, etc. Plutôt que l'éducation. L'éducation, c'est pas visible, c'est pas palpable, c'est quelque chose qui prend du temps. Et franchement, les gens qu'on a en face de nous, Pierre citait tout à l'heure la déclaration de Patrick Elino, le directeur de l'ANPA, au Wine Spectator, où il a dit on peut interdire les propos sur le vin sur Internet. Regardez, on parlait de la Chine, regardez les Chinois, disait-il, ils ont bien fait taire leurs dissidents, ce qui est effectivement un exemple tout à fait probant. Et il disait on a interdit les propos néo-nazis, on a interdit les propos pédophiles, on peut interdire aussi les propos sur le vin. Voilà ce type de déclaration. Mais l'éducation, c'est quelque chose qui n'est pas très visible et qui demande du temps. Et on est en plus avec des gens qui considèrent que l'éducation au goût et l'éducation au vin, c'est nocif. Parce que toute consommation modérée implique une consommation excessive de leur part, hein, c'est leur point de vue. Il n'y a pas de consommation modérée. Donc, inciter les gens à mieux consommer, à les éduquer, etc., ça ne fait pas partie de leur registre. L'ennemi, ce n'est pas, encore une fois, les causes de l'alcoolisme. L'ennemi, c'est l'alcool. Leur point de vue, c'est supprimer l'alcool, vous supprimerez le problème de l'alcoolisme, ce qui est, à mon avis, complètement aberrant. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à instaurer un dialogue et à dire on va passer à l'éducation. Quand il y a eu des tentatives en France, Jean-Robert Pitt, Jean-Pierre Coff avaient fait un petit rapport en disant qu'il faudrait peut-être réintroduire le vin ou l'éducation au vin, faire venir des vignerons dans les crous, dans les universités, aux crous des universités, pour faire venir des vignerons, pour donner des explications sur le vin, en parler, etc. Ils se sont fait traiter de tous les noms, quoi. Ils voulaient intoxiquer la jeunesse française, etc. etc. On retrouvait presque les accents d'avant la Première Guerre mondiale, où les premières ligues anti-alcooliques disaient l'alcool nous fait perdre un corps d'armée chaque année, quoi. On était un peu dans ce truc-là. Là, on allait intoxiquer toute la jeunesse française et on allait perturber tous ceux qui allaient devenir les cadres futurs, alors que c'était un problème d'éducation. Quand on parle d'éducation, tout de suite, on se retrouve confronté avec des gens qui nous disent ah ben vous voulez faire boire les jeunes, c'est ça, hein, vous voulez les faire boire dès l'école primaire. Donc c'est très difficile d'avoir un débat là-dessus. Moi aussi, j'ai été confronté à ce problème avec une des vedettes de la télévision chinoise qui était là pour Vinexpo il y a 3 ans et qui m'avait dit mais sur quelle chaîne on peut voir un documentaire sur le vin en France? Il y avait une émission hebdomadaire avec un documentaire et j'avais l'air d'un idiot parce que je dis ah non, chez nous c'est interdit, on ne peut pas. Voilà. Alors qu'elle, elle animait des émissions en Chine. On peut aller sur la télévision, on n'est pas obligé d'aller en Chine, mais si on regarde sur la télévision belge ou tout autour de nous, il y a des émissions sur le vin. Et au Québec, où il y a le programme Éducalcool, on n'arrête pas de parler de vin, quoi. Mais dans un sens culturel et dégustation et appréhension. Bonjour. Franck Julien, je suis le fameux viticulteur qui a dépoché Brice Guillard l'espace de quelques C'est à vous qu'on doit 2 médailles, alors voilà. C'est ça, exactement. Et je suis prêt, M. Arditi, à faire le sacrifice, bien sûr, pour la patrie et faire venir l'équipe de France de football à la maison, bien sûr, ça sera avec plaisir. Juste une petite question pour Brice, qui est, en plus d'être un grand champion, est un passionné de vin.
Vous avez beaucoup parlé de vin, mais peut-être, à mon goût, peut-être pas assez de gastronomie, de convivialité. Donc ça, ce serait là. Je voudrais que Brice un peu s'exprime là-dessus, parce que je sais que c'est un grand connaisseur de vin. Mais aussi, aujourd'hui, toi qui es un sportif de haut niveau, dans une discipline qui ne génère pas nécessairement de gros budgets, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, le vin, les viticulteurs, les appellations, les châteaux, les grandes marques de vin de négoce ne puissent pas appuyer le sport de haut niveau, est-ce que ça n'a pas un handicap pour vous, les sportifs de haut niveau? Merci Franck pour ta question. Impossible. Putain. Je sais pas si c'est un handicap. Il se trouve que dans le sport, on a tendance, et dans le haut niveau, à rester un petit peu dans notre bulle. Peut-être parce que dans le sport, il y a des sachants et qu'il y a souvent une bonne manière de faire du haut niveau en le pratiquant beaucoup et de façon intensive. Moi, ce qui m'a plu dans le vin et même au travers de la gastronomie, c'est que c'est cet attrait à la gourmandise, en fait, et à la curiosité, et à aller chercher un petit peu ailleurs et découvrir des choses. Alors, c'est peut-être parce que dans le sport, quand on est sur une piste, on ressent beaucoup de choses, on fait très attention à son corps, à ses sensations, que j'y ai trouvé un intérêt dans le vin et dans la gastronomie, parce que c'est une découverte à chaque fois de nouveaux plaisirs, de nouveaux instants. Je pense que c'est... que ce soit dans le sport ou dans une entreprise, on a aussi besoin de se créer une autre aventure, une histoire à partager, et c'est en ça que ça peut nous aider, quoi. Donc c'est aussi tuer la routine, connaître un petit peu mieux les gens, parce qu'on prend le temps de partager avec eux, d'être dans l'instant. J'ai peut-être pas assez expliqué, mais l'instant et le présent, c'est vraiment hyper important. C'est d'être, en tout cas nous, dans le sport, dans le jeu, et d'être avec l'autre, contre l'autre, mais avec l'autre. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé à chaque fois dans le vin et autour d'une table. Donc c'est des valeurs qui me sont chères et en tout cas qui m'ont servi à mieux appréhender mon sport une fois que j'étais sur la piste. Et prendre du plaisir sur l'instant, on prend du plaisir, et Pierre, vous l'avez souligné tout à l'heure, on ne prend du plaisir que quand il est partagé. Il reste 1 minute 15 pour qu'on respecte le timing, mais Philippe, on peut vous accorder 1 minute de plus. Bonjour, Philippe Meillet, Radio France. Alors, en moins d'1 minute 15, juste pour dire que je pense que Jean-Robert Pitt, Dieu sait qu'on est amis, mais je pense qu'il se trompe avec l'idée des cours. Ce n'est pas les cours qui attireront les gens vers le vin, c'est le fait d'en boire. Et autant il se trompe là-dessus, autant je pense qu'il a raison sur le fait qu'il faut réintroduire au restaurant universitaire des vins, ce que Pierre appelait les vins de soif, et qu'il faut qu'il y ait marginalement la possibilité pour ceux qui, en buvant, vont s'intéresser au vin, parce que c'est en buvant qu'on s'intéresse au vin. On ne va pas avoir un cours de plus. Il faut ne plus avoir mis les pieds dans un établissement scolaire depuis un siècle pour ne pas savoir que déjà, dès l'école maternelle, on est accablé de cours. On sort de l'école, il faut se taper cheval, psychothérapie, chant et je ne sais pas quoi d'autre. C'est une horreur, ça devient un métier d'être enfant. Et non mais franchement, il en va de la vie scolaire comme il en ira de cette rencontre. Beaucoup de choses se passent dans les couloirs, beaucoup de choses se passent dans les intervalles de liberté. Si on bourre les intervalles de liberté avec un cours de plaisir, un cours de jouissance, un cours de beuverie et je ne sais pas quoi d'autre, pour l'amour de Dieu, je me fous le camp en Écosse. Surtout s'il change le climat. Non, c'est pas à cause du whisky, Pierre. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut justement se méfier de se laisser aller à devoir se justifier et d'accepter cette conception qui voudrait que nous mangeons pour notre santé et nous buvons pour notre santé. Bien sûr, d'abord, on s'amuserait beaucoup à reprendre non pas les interdits, mais les conseils de ne pas consommer un certain nombre d'aliments au cours des 50 dernières années, qui ont varié du tout au tout et qui ont toujours été donnés avec le même ton péremptoire.
Donc sur ce plan-là, il faudrait au moins, tout le monde connaît le fameux exemple des épinards qui n'ont jamais eu de fer, et c'est simplement dû à l'erreur d'une dactylo qui a tapé 2 zéros en moins, et ce qui a donné aux épinards la force qu'illustre Popeye. Il y a des exemples beaucoup plus graves et sérieux que celui-là. Par exemple, le fait qu'il fallait manger de la margarine plutôt que du beurre, que c'était meilleur, etc. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît important, c'est que s'il est juste de mettre en garde contre l'excès d'un certain nombre de choses, et quelquefois contre la nature périlleuse de certains aliments, il ne faut pas accepter cette idée que nous nous mettons autour d'une table pour notre santé, ni que nous buvons pour notre santé. Nous nous mettons autour d'une table d'abord pour nous nourrir parce que ça nous est nécessaire, et aussi, chaque fois que c'est possible, comme vous l'avez dit, pour partager le fait de vivre ensemble et éventuellement pour partager un plaisir. Mais déjà pour commencer par partager le fait que nous faisons société, si petite que soit la société, si on est 3 à table, nous faisons société, c'est ça la deuxième fonction de la table après celle de nous nourrir. Il faut faire attention à cette tendance qui fait que bientôt Calvin va paraître être une sorte d'animateur du Crazy Horse au point où les prescriptions nous tombent dessus. Donc il faudrait sortir d'une manière générale de cette mentalité et ne pas nous justifier à l'intérieur de cette mentalité. Merci. Vous avez raison, Philippe. Je pense que dans la tête de Jean-Robert Pitt, qui a fréquenté les établissements scolaires il y a moins d'un siècle, ça lui sera répété, hein. Dans la tête de Jean-Robert Pitt, c'était plutôt de Koff, c'est pas vraiment des gens qui sont très courts, etc. C'était plutôt de faire venir des vignerons qui montrent leur travail, qui expliquent et qui font goûter, quoi, qui donnent des explications nécessaires, comme quand on va dans une cave et qu'on est confronté au vigneron qui dit, bah voilà, moi, ce que j'ai fait cette année, c'était plutôt ça. Mais sur le reste, je suis 100% d'accord avec vous et je partage aussi l'opinion de Voltaire qui disait, j'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. On a dépassé le temps, là ? Oui, on a dépassé le temps. Alors, il faut qu'on descende. Enfin, Meyer nous en a pris un bon morceau. Oui, Mais enfin, c'était intéressant comme d'hab, alors évidemment. Nous, on doit rien se à sauver, dire. c'est ça, et on doit laisser la place. Oui.